Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de la Grande Espace. Au menu pour vous, un entretien dédié aux activistes du web. L'association Ablogui, son président est notre invité, on va le découvrir tout de suite. Petit tonton qui s'échauffe déjà dans les coulisses, Sirac Condé avec sa rubrique « Il paraît que ». Mesdames et messieurs, la Grande Espace, c'est parti. Ravi de vous retrouver sur le plateau de la Grande Espace, mesdames et messieurs. Comme annoncé, l'invité est donc avec nous, Monsieur Kouyaté. Bonjour. Bonjour. Alors, on est très heureux de vous avoir sur le plateau de la Grande Espace. Hein. Monsieur Kouyaté Fodé Sanikaï. Hein? Pas facile. Hein? Fodé Sanikaï Kouyaté. Fodé Sanikaï Kouyaté. On est très heureux de vous recevoir. On vous remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à Espace. Voilà, Monsieur Fodé Sanikaï Kouyaté, j'y arrive. Donc, est le président de l'association des blogueurs de Guinée, entendez Ablogui. Alors, Monsieur Kouyaté, dites-nous très rapidement, on voulait savoir, Ablogui, qu'est-ce que c'est? D'où est venue l'idée justement de créer d'abord une association pour les blogueurs? Eh bien, Ablogui, et comme vous venez de dire, c'est l'association des blogueurs de Guinée qui regroupe aujourd'hui une soixantaine de blogueurs et de web activistes qui sont ici en Guinée ou ailleurs, à l'étranger, un peu dispersés un peu partout. Donc, cette association a été créée en 2011 du constat que à l'époque, il y avait très peu de citoyens guinéens qui s'exprimaient à travers cet outil qu'on appelle le blog sur le web pour exprimer leur opinion, partager leur savoir-faire, leur connaissance dans un domaine déterminé avec leurs concitoyens. Alors que dans la sous-région, il y avait déjà des dynamiques de ce genre, des réseaux d'activistes, de blogueurs qui s'exprimaient, qui prenaient position par rapport à des situations déterminées. Donc en 2011, nous avons essayé, alors moi-même avec d'autres amis, nous avons essayé de mettre en place cette association des blogueurs de Guinée, au sein de quel réseau se trouve aujourd'hui une soixantaine de blogueurs et nous faisons la promotion des médias citoyens, le partage de l'innovation, des idées innovantes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et surtout, nous agissons aussi sur des questions de gouvernance en rapport avec le numérique. Alors, sur les questions de gouvernance, et d'ailleurs, justement, c'est l'une des raisons qui nous a amené à inviter M. Kouyaté, donc l'association des blogueurs de Guinée, sur le plateau de la Grande Espace, évidemment, pour partager avec vous, mesdames et messieurs, cette initiative citoyenne exemplaire. Nous, on l'a trouvé magnifique parce que, bon, effectivement, dans un contexte de crise politique tout le temps, où les gens sont obligés d'aller dans la rue, faire de la violence, des citoyens se sont regroupés, eux, pour montrer une voie plutôt intelligente. Hein, et c'est pour ça qu'on voudrait partager ça avec vous. Alors, très rapidement, on va parler, c'est sûr, du projet Laïdi. Hein, c'est ce projet qu'on va partager avec tous les téléspectateurs, hein, tous les fidèles de la Grande Espace. 60 blogueurs, dites-vous, dans votre association. Et comment ça se fait, vous, puisque vous êtes sur la toile, hein, tout à fait, oui. Les activistes de la toile, mais vous faites comment? Les rencontres, c'est virtuel ou à des moments où vous vous retrouvez physiquement? On a envie de savoir, tout se passe sur Internet ou par moment vous avez un lieu physique où quand même physiquement on se rencontre? Des rencontres physiques sont toujours importantes. Nous faisons des rencontres physiques pour ceux qui sont en Guinée ici, notamment à Conakry. Et il y a des moments passés. Donc, on a dit association des blogueurs de Guinée, mais c'est des blogueurs guinéens, mais même qui vivent à l'extérieur. Voilà, c'est ceux-là qui sont des Guinéens, oui. Peu importe maintenant leur position géographique. Donc, nous faisons des rencontres physiques, et souvent nous le faisons, et notamment nous avons un siège présentement où on se regroupe régulièrement pour travailler sur des projets spécifiques. Il y a aussi des événements comme ça qu'on crée parce que simplement on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, on se suit sur les réseaux sociaux, on ne se connaît pas très bien physiquement. Donc, histoire de se rencontrer, de se serrer la main, on organise des rencontres qu'on peut appeler des tweet-ups ou bien des block-camps. Voilà, donc on fait des rencontres physiques. Et il y a surtout des rencontres virtuelles. Ça, c'est quotidien, ça, c'est non-stop. Ça, c'est votre monde, ça. C'est notre monde. Tout ce que nous organisons, nous
nous organisons sur les réseaux sociaux. C'est là où nous organisons, que ce soit sur Facebook ou bien que ce soit dans les mails ou d'autres canaux d'échange, WhatsApp et autres. C'est là vraiment où nous nous structurons, nous nous organisons, nous faisons des propositions, nous débattons de ce que nous avons à faire, de nos projets. Et comme ça permet à tout le monde, peu importe son positionnement par rapport à la Guinée, l'éloignement ou qu'il soit en Guinée ici, de pouvoir contribuer aux initiatives que nous mettons en œuvre. Bien, alors, la grande espace, c'est aussi les sujets qu'on vous propose, donc on partage avec vous, hein, histoire de passer de bons moments ensemble aussi, c'est le week-end. Une dernière question vite fait, avant le premier virage. J'ai envie de dire, vous êtes sur la toile web activiste, comme vous avez dit, mais qu'est-ce qui a déclenché chez vous le fait de vouloir quitter la toile pour dire, bon, il se passe des choses quand même sur la terre au pays pour s'intéresser? Parce que bon, on a envie de parler du projet Laïdi, oui. Mais c'est une ambition, on va dire, honorable, hein. Ça c'est tout à votre honneur, mais très rapidement, dites-nous, qu'est-ce qui a donné cette envie pour dire, bon, parce que bon, moi, pour la première fois que j'ai entendu parler de ce projet-là, le premier sentiment que j'ai eu, mais attends, ils sont gonflés, c'est là. Ils sont qui pour dire, pour demander des comptes au président de la République, pour demander des comptes au ministre et tout, hein, vous êtes un peu gonflés quand même, non? Ben non, on n'est pas gonflés du tout. C'est d'abord un droit pour nous de demander des comptes à des politiques qui font des engagements. Et vous regardez un peu, ce n'est pas qu'on est virtuel. Tout ce que nous faisons, c'est virtuel. Et même si c'est notre lieu de prédilection, de mobilisation et d'action par rapport à des prises de position que nous faisons, mais c'est toujours suite à un constat sur le terrain. C'est ce que nous relayons. Donc, ce n'est qu'un lieu d'espace, d'expression pour nous, mais ça ne veut pas dire que nous sommes déconnectés de la réalité de ce qui se fait sur le terrain. Le plus souvent, des actions que nous nous engageons, des initiatives que nous entreprenons, ce sont souvent des initiatives qui ne sont pas le plus souvent relayées par les médias classiques, ou bien ce sont des initiatives qui sont négligées par le grand public. Disons, nous aussi, on se décide de focaliser l'opinion publique, créer un débat autour d'un sujet déterminé. Et voilà, donc on utilise les réseaux sociaux que tout le monde utilise aujourd'hui, que ce soit les médias ou que les citoyens ordinaires, qui peuvent être déconnectés des médias classiques, qui peuvent rater de l'actualité. Mais on se dit que pour les atteindre, quand vous postez quelque chose sur Twitter ou bien sur Facebook, et bien sûr, ils sont là au quotidien, ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux pour s'informer. Donc voilà, l'espace virtuel, ce n'est qu'un moyen pour nous de transposer ce qui se passe dans la réalité. Effectivement, tout à fait, un moyen d'action, de sensibilisation pour faire changer les choses. Allez, à Blogui, donc ce grand projet, l'AIDI, hein, justement, où ils mettent un peu la loupe sur tous les engagements que le président de la République et tout son gouvernement donc, ont pris face au peuple de Guinée. Et puis, on va revenir là-dessus pour décortiquer ce projet et savoir ce qu'il en est exactement. Mesdames et messieurs, à présent, le premier sujet que je vous propose, notre tour d'Afrique aujourd'hui, la grande espace, c'est parti. Dans la région du Turkana, au Kenya, les carcasses d'animaux font désormais partie du paysage. Le manque de pluie depuis plusieurs saisons a entraîné une perte importante de bétail dans le nord-ouest du pays. Les communautés pastorales, elles aussi affectées par la sécheresse, peinent à survivre. Nous mangeons les carcasses de chèvres, rien d'autre. D'habitude, nous mangeons des fruits sauvages et notre bétail. La sécheresse et des conflits entre communautés engendrent des pénuries d'eau et de nourriture. Dans cette région difficile d'accès, l'aide alimentaire et médicale arrive au compte-gouttes. Avec la nappe phréatique à son niveau le plus bas, les femmes doivent descendre dans des puits pour trouver un peu d'eau. Tout le bétail est mort et maintenant nous survivons avec de l'eau. Mais cette eau est sale. Dès que nous la buvons, nous avons la diarrhée. Le gouvernement kényan estime que 2,7 millions de personnes ont besoin d'eau potable. Femmes et enfants doivent quitter les villages pour trouver de la nourriture dans des dispensaires. Plus de la moitié des enfants dans cette région souffrent de malnutrition sévère. Et ça, c'est exceptionnel et très inquiétant. Et nous espérons pouvoir aider ces personnes.
Le Turkana a longtemps été la région oubliée du Kenya, marginalisée par la puissance coloniale britannique puis par les différents gouvernements du pays. La découverte de gisements de pétrole il y a 5 ans a suscité l'espoir, mais aujourd'hui la population se sent délaissée. Nous avons du pétrole, oui, mais qui va le transformer en argent? C'est le gouvernement national qui peut construire un pipeline et trouver des investisseurs. Avec l'élection présidentielle prévue dans quelques mois, la population du Turkana espère être entendue. Mais son cas est loin d'être isolé. Sur les 47 comtés du Kenya, la moitié sont affectés par la sécheresse. De la chanteuse capverdienne Césaria Evora, photographiée dans un bar de son quartier, au rappeur sénégalais Fou Malade surgissant d'une valise, la nouvelle exposition de Yuri Lanket emmène les visiteurs dans le monde de la musique africaine. Ces photographies ont été réalisées pour des pochettes de disques ou pour des documents promotionnels. Et là, je pense que Yuri Lanket, un peu inconsciemment, sans doute, s'est référé à une grande tradition du portrait ouest-africain. Avant de découvrir l'Afrique, Yuri Lanket a longtemps tiré le portrait des plus grands musiciens de rock et de hip-hop. Il est notamment l'auteur de la dernière séance photo du groupe de rock Nirvana, dont le chanteur Kurt Cobain s'est suicidé en 1994. Je pense que ce qui s'est passé avec Kurt Cobain a joué un petit peu sur, quelque part, le fait que je me suis intéressé aux musiques latines ou africaines. Naturellement, j'ai eu besoin d'écouter des musiques qui peut-être véhiculaient une joie de vivre manifeste. Yuri Lanket sillonne alors l'Amérique latine puis l'Afrique, fait poser le reggaeman ivoirien Tikenja Fakoly, immortalise des tranches de vie anonymes et se lie d'amitié avec le chanteur sénégalais Youssou N'Dour. Yuri a l'âme de l'Afrique. C'est quelqu'un qui, quand je l'ai vu, je savais qu'il pouvait présenter l'Afrique. Il pouvait présenter les artistes africains. C'est un grand photographe, mais quelqu'un qui est aussi très impliqué, très intéressé par la culture ici. Installé à Dakar depuis plusieurs années avec sa famille, Yuri Lanket continue son exploration des musiques africaines. Il espère notamment pouvoir bientôt ajouter un portrait de plus à sa collection, celui du musicien malien Salif Keita. On enchaîne tout droit avec la rubrique « Il paraît que ». Voilà, et je signale qu'on est toujours en compagnie de notre invité du jour qui va nous tenir compagnie toute la durée de ce numéro. Monsieur Kouyaté Fodé Sanikaï, alors président de Ablogui, Association des blogueurs de Guinée. Et on parle de cette initiative avec eux aujourd'hui. Avec donc Sira qui vient de nous rejoindre. Sira, bonjour. Bonjour Fabara. Sira, alors dites-nous, qu'est-ce que vous nous apportez dans votre besace aujourd'hui? Il paraît que c'est à vous. Il paraît que le président Alpha Condé prend des cours de karaté. Attention, j'ai ma ceinture. La couleur elle est rose. Seul pour Sira. Là, t'es ta ceinture, donc tu es prête. Ouais. Mais attention, là, je ne sais pas si tu délires pas, mais il s'agit du président de la République. Bien sûr. Et tu nous apprends qu'il prend des cours de karaté. Oui. Bon. Mais il n'a pas besoin de prendre des cours de karaté. Il a toute l'armée, toute la police, toute la gendarmerie, tous les gardes-corps en béret rouge. Mais il le faut, il doit se préparer aussi. Ah bon? On ne sait jamais. Bon, alors on va savoir pourquoi. Parce que bon, Sira nous apporte toujours des nouvelles comme ça, souvent qui paraissent bizarres. Mais après, quand on décortique, on trouve toujours qu'il y a quelque chose. Alors, pourquoi donc le président de la République, professeur Alpha Condé, donc prendrait des cours de karaté? Merci. Depuis la conférence sur l'émergence, le président a dit qu'il fallait couper le cordon ombilical avec la France. Oui, oui. Et après cette déclaration, il est prêt à toute éventualité. Ouais. Alors, ben je sais pas du tout. C'est vrai que, alors là, vraiment, c'est une coïncidence parce que vous interpellez le président de la République, vous interpellez la nation, vous interpellez, on va dire, les grands commis de l'État, les ministres et tout, sur les promesses qu'ils ont tenues. Et effectivement, le président était à cette grande conférence qui a été largement médiatisée. Effectivement, cette phrase
je ne sais pas, c'était la mascotte de la conférence, hein, quand le président Alpha Condé dit il faut couper le cordon ombilical avec la France. Oui. Et vous, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça... Les blogueurs, activistes Je ne ferai que rappeler juste quelque chose que le président Alpha Condé a dit quand le président Hollande a été élu. Il dit, depuis mon ami Hollande a été élu président de la République française, je dors tranquillement. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. Oui. Donc lui-même il revient pour dire il faut couper le cordon ombilical. Je lui demande alors pourquoi il ne dormait pas et maintenant qu'il dort. Voilà. Donc... Alors, non mais c'est sérieux, ça veut dire donc que cette actualité, cette phrase, qui est d'ailleurs une toute petite phrase, a fait couler beaucoup d'encre. Quelle a été globalement sur la toile, je veux dire, avec les blogueurs que vous êtes, votre association, qu'est-ce que cette phrase a fait sur la toile? Non, vous savez, aujourd'hui, il y a une génération qui, notamment que ce soit sur la toile ou bien que ce soit des citoyens ordinaires, africains, on est presque panafricains, on est tous panafricains en quelque sorte. Donc des mots comme ça, des phrases comme ça nous pique dans notre orgueil et on est content et tout, même si la réalité est tout autre. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Vous voyez aujourd'hui les pères de l'indépendance qui étaient combattus, diabolisés, mais vous voyez un peu la tendance qu'on... l'honneur qu'on a pour le respect qu'on a pour ces gens-là qui se sont battus, qui ont fait face à la France-Afrique et tout. Et Kwame Nkrumah, que ce soit le révolutionnaire Sankara, ou que ce soit Sékou Touré et tout. Tous ceux qui se sont opposés à l'époque à la France, je pense qu'ils sont aussi appréciés par beaucoup d'Africains aujourd'hui, parce qu'on est content simplement qu'on soit indépendant, qu'on prenne toujours cet élan d'orgueil et tout. Mais au-delà de ça, il faut aller au-delà de ça. Il faut pouvoir se passer de l'aide. Et en se passant de l'aide, il faut savoir, il faut se doter des moyens et mettre en place un mécanisme qui nous permet nous-mêmes de pouvoir générer des ressources pour que nous puissions assumer pleinement notre indépendance. Mais je ne pense pas que tel soit encore le cas. Qu'on crie, qu'on dise qu'il faut couper le cordon ombilical, mais qu'à l'interne, qu'on soit vraiment le parrain de la bonne gouvernance. Et comme ça, je crois, on peut y croire et on peut se dire que ça peut être changé, quoi. Ok, en tout cas, le débat est largement ouvert. Et puis donc, c'est vrai que cette phrase, cette toute petite phrase, mais un tout petit peu pimentée du président de la République à cette conférence-là, continue d'alimenter le débat. Et c'est pour ça, simplement, que Sira, donc justement, il paraît que... mais ça, c'est à vérifier, on verra bien avec les blogueurs. Si effectivement, le président prend des cours de karaté, et de karaté. Il prend des cours d'arts martiaux pour se préparer si jamais la France n'est pas contente et que on veuille faire quelque chose. Voilà, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous, nous sommes dans la Grande Espace, votre rendez-vous des week-ends à ne plus jamais rater sur Espace TV. Aujourd'hui, à notre compagnie, M. Kouyaté Sanikayi Fodé, président de l'association Ablogui. Alors donc, Sira, tu nous tiens compagnie. Okay. On va à la deuxième partie de notre entretien, va porter donc sur ce projet, l'AIDI, dont vous êtes porteur, l'association est porteuse. Et c'est vrai que le projet l'AIDI, vous avez travaillé donc sur un certain nombre de choses. Vous avez rendu public un rapport partiel, tout petit peu, mais qui a fait beaucoup de bruit. On était très heureux d'ailleurs de vous voir passer dans les GG chez nous. Et ça, c'était formidable. Et on a dit, ceux-là, il faut qu'on les ait dans la Grande Espace pour décortiquer. Le projet l'AIDI, c'est quoi? Très bien. Le projet l'AIDI, c'est la suite logique d'un projet que nous avons entrepris en 2015 lors de l'élection présidentielle. Et nous sommes impliqués dans le processus électoral dans la mesure de notre compétence, qui est les médias sociaux, le numérique et tout. Donc nous avons appuyé la société civile qui était organisée en collectif, en réseau, qu'on appelait le regard citoyen, qui existe toujours. Et nous étions un élément important de ce collectif. Et nous avons mis en place un dispositif d'alerte et d'incidents pour pouvoir corriger des anomalies sur le terrain, dans les bureaux de vote et pouvoir les corriger
pour ne pas qu'on attende à la fin du vote pour dire que oui, on n'a pas pu voter là-bas à tel bureau de vote parce qu'il n'y a pas d'enveloppe. Oui. Une sorte de proactivité, mais vraiment sur le terrain. Effectivement, pour anticiper sur les choses, pour que avant la fermeture des bureaux de vote, que l'on puisse corriger un certain nombre de problèmes. Donc nous avons fait cela avec succès, même s'il y avait des difficultés, avec l'implication des différentes organisations de la société civile. Et ça a marché. Nous avons suivi également le processus, notamment les campagnes, tout ce qui nous ont dit. Nous sommes intéressés également au projet Laïdi. C'est quoi le projet Laïdi? Bien sûr, j'en viens. Je vous dis comment c'est venu. Vous m'avez dit qu'est-ce que le projet Laïdi? Il faut que je vous plante les décors. Voilà, donc, et suite à cela, puisque nous avons travaillé également sur les projets de société, et il faut le dire que ça a un véritable problème en Guinée. Quand il y a élection, personne ou très peu de personnes s'intéressent aux projets de société des candidats pour les prendre au mot. Nous avons estimé que dans le cadre des élections, nous avons mis en valeur des projets de société en les comparant. Et après ça, on s'est dit, il ne faut pas se limiter là, il faut suivre celui-là qui a été élu pour qu'on puisse savoir dans son projet de société ce qu'il a dit, ce qu'il fait, qu'on puisse faire le bilan. Et ça, ce projet a été initié dans un cadre plus global de mouvement de suivi des services publics qu'on appelle le MOSEP, qui a un autre volet, mais plus spécifiquement, nous suivons donc le niveau de réalisation des différentes promesses qui ont été prises par le président de la République, qui ont été faites par le président de la République, et ainsi que le Premier ministre, parce que ce sont des documents importants qu'il faut s'imprégner, que le citoyen doit vraiment lire et comprendre. Donc nous avons donc créé cette plateforme qui répertorie en quelque sorte toutes les promesses qui ont été faites par le président de la République dans son projet de société et les promesses faites également par le Premier ministre, qui est une suite logique du programme de gouvernance du président de la République lors de sa déclaration de politique générale devant nos élus, les députés. Nous avons répertorié et ça nous a fait quelque chose de plus 400 promesses qui ont été faites. Donc on s'est dit donc... Tenez-vous bien, attention, excusez-moi, mais vraiment 400 promesses répertoriées par donc cette association. C'est incroyable. Hein. Évidemment, évidemment. Donc, mais je veux dire, ça c'est tous les secteurs confondus. Tous les secteurs confondus. Okay. Donc on s'est dit que c'est important quand même. Si on dit qu'il y a plus de 400 promesses qui intéressent des Guinéens, qui intéressent des secteurs vraiment importants pour qu'on se développe, si on se dit que si on met en place un outil qui nous permet de mesurer le niveau de réalisation de ces promesses pour savoir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, à quel niveau ça se trouve, je pense que ça nous sort du débat superficiel et ça nous amène au fond des choses pour qu'on puisse vraiment parler. Mais ça, on a compris, mais l'objectif en allant dans cette démarche, c'est quoi? C'est une question de responsabilité citoyenne. Je le disais tout à l'heure que c'est un devoir pour nous de pouvoir suivre les promesses qui ont été faites. Parce que le président de la République, le président Alpha Condé, il a été élu président de la République et on a mis à sa disposition des moyens de l'État. Oui. Ce sont des ressources des contribuables guinéens et les ressources du sous-sol guinéen qu'il a à sa disposition et on lui a fait confiance parmi tant d'autres candidats pour qu'il puisse tracer pour nous le chemin du développement. On lui a donné des moyens, on lui a fait confiance parce qu'il a proposé des choses qu'il lui-même il est en mesure de mettre en œuvre. Donc nous estimons alors que c'est un devoir pour nous, parce qu'on lui a quand même, c'est un honneur d'être président de la République, qui ne veut pas l'être. Donc quand vous l'êtes, il faut pouvoir l'assumer. Quand vous êtes président de la République, il n'y a pas que honneur. Donc le fait que le citoyen ait voté pour lui accorder cet honneur-là, je pense que c'est un devoir aussi pour nous de lui demander compte, pour dire que voilà, on vous a accordé tout cet honneur-là, on vous a fait de vous président de la République, voilà, vous avez promis des choses que vous allez réaliser pour nous, où nous en sommes. Alors, ça, c'est le sens du projet là. Maintenant, alors, personnellement, ce que je n'ai pas compris aussi, c'est que vous travaillez, vous faites un rapport et puis vous rendez public une partie du rapport. Pourquoi tout le rapport n'est pas sorti? Très bien. Et puis, la publication de ce rapport partiel, on est à peu près à plus d'un mois, peut-être 2 mois maintenant. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que c'est un travail fastidieux, très compliqué, très complexe, très lent, difficile également. Pourquoi? Parce que nous avons signalé dans le rapport que nous sommes confrontés à un véritable problème. D'abord, l'accès à l'information publique. Oui. Il faut reconnaître que c'est un véritable problème. Et aujourd'hui, les ministres, quand on va dire
communication ou bien accès à l'information publique, on va dire, oh mais écoutez, on a un portail, le gouvernement communique. La société de communication du gouvernement fait un bon travail. Ça c'est bon, mais c'est différent. La communication institutionnelle, c'est différent. Des actions. De demander des comptes. C'est-à-dire, quand le ministre il prépare tout, il a des actions. Vraiment, il pense que ça vaut la peine de vanter ça. Il appelle les médias, voilà, il appelle les médias pour dire voilà ce que nous avons fait. Ça c'est différent de venir vers eux pour dire moi je veux savoir par rapport à tel projet, qu'est-ce que vous avez fait? Par rapport à tel, où vous en êtes? Ça, ils sont hostiles à ça. Mais ils sont prompts à réagir quand il s'agit des choses qu'ils ont déjà accomplies et ils veulent balancer. Donc, ça fait que nous avons eu des problèmes. Sinon, ça fait 1 an que le projet existe. Nous avons d'abord établi le mécanisme d'évaluation sur la base de quels critères, comment on va évaluer. C'est vrai que c'est des nouveaux médias, comme on dit généralement, entre guillemets. Vous êtes blogueur, mais vous n'êtes pas reconnu comme journaliste professionnel. Donc l'accès, on va dire, l'accès aux sources peut poser problème. C'est un peu normal, non? Oh non, pas normal. Parce que simplement, il y a une loi qui existe en Guinée, qu'on appelle la loi portant accès à l'information publique. Pour les citoyens, qui garantit le droit pour le citoyen et qui est d'ailleurs une prolongation de la constitution guinéenne. Tout citoyen doit pouvoir demander des comptes par rapport à ce que fait l'administration publique. Ça, c'est un droit pour nous qui est partagé avec les journalistes. Et justement, c'est ce droit-là dont on ne juge pas suffisamment en Guinée. Et ça fait que nous avons eu des difficultés à pouvoir aller plus vite. Donc, ces deux secteurs-là, c'est au fur et à mesure que nous recevons des informations que nous en faisons un rapport. Donc, nous avons fait pour 2 secteurs. Il y a des secteurs encore qui arrivent. Nous sommes en contact actuellement avec certains ministres et qui commencent petit à petit à comprendre le concept que ce n'est pas parce que nous sommes opposés à eux. Non, ce n'est pas ça, c'est un échange. Nous voulons simplement qu'ils sont investis d'un pouvoir et nous voudrons bien qu'ils agissent au nom du citoyen et que les citoyens soient informés de ce qu'ils font. Qu'ils coopèrent. Donc, les ministères et les ministres concernés coopèrent justement à rendre accessibles toutes ces informations pour permettre à Ablogui de continuer son travail. Donc, M. Kouyaté Fodé Sanikaï, donc avec nous dans ce numéro d'aujourd'hui pour parler de ce projet Laïdi. On n'en a même pas parlé. Laïdi, d'ailleurs, comme mot, c'est pas français. C'est pas français. Ça veut dire promesse. Voilà. En soussou. Dans une des langues de. Oui, en soussou, en malinké, ça veut dire promesse. Voilà, d'accord. Ça dit les promesses du président de la République qui sont dans son projet de société. D'accord. Uniquement pour le moment, parce qu'il y a d'autres promesses, hein, ça peut aller plus. Parce qu'il y a des promesses qu'on a retirées. Et parce qu'il y a des petits détails par rapport à la fiabilité de la source. Mais n'oubliez pas qu'il allait vers certaines communautés. Bien avant les élections 2015, il a fait une tournée dans les sous-préfectures. Il a fait des promesses. Donc si on ajoute ça, ça peut aller jusqu'à des milliers. On va revenir. En tout cas, on retient pour l'émission d'aujourd'hui le chiffre de 400, qui est déjà énorme, beaucoup. Hein, et on verra dans la suite de l'entretien si ces promesses sont tenues. En tout cas, le niveau d'exécution de ces promesses-là. Mais je tiens à vous rappeler, mais ça, je suis très sérieux, parce que bon, Sira travaille tous les jours, elle est sur le terrain, elle est au courant de ce qui se passe. Je tiens à vous rappeler simplement que voilà, elle nous a informés et c'est sur la Grande Espace. Pour faire circuler cette info, hein, elle vient de la Grande Espace. C'est que, on va dire, le président de la République, en tout cas, est en train de prendre des cours d'arts martiaux. Donc, est en train de prendre des cours de karaté. Ah ouais? Contre ses collègues, peut-être, je ne sais pas. Alassane Ouattara et autres qui sont les pros. Mais les blogueurs ne sont pas concernés. Bon, en tout cas, le président. Il est là-dessus, hein? Il est en train de travailler. Voilà, donc l'entretien se poursuit dans la Grande Espace avec notre ami, je le rappelle, je ne cesserai jamais de le rappeler, Kouyaté Fodé Sanikaï. Hein, j'ai du mal, mais ça va finir. Sanikaï Kouyaté avec nous et Sira aussi qui nous a fait la sympathique amitié donc de nous proposer son numéro, il paraît que d'aujourd'hui. Alors, c'est pas fini, il y a encore un sujet à partager avec les téléspectateurs. Mesdames et messieurs, aujourd'hui pour vous, le sujet, le grand coup d'œil d'aujourd'hui, c'est sur Ablogui. Je vous propose de partager ça avec nous.
ça? Ouais. Ok, c'est bon. Dans la salle de réunion. C'est mieux. Alors, venez. Contrôle citoyen de l'action publique, nous faisons la promotion et le partage des initiatives innovantes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Nous faisons la promotion des médias citoyens, nous faisons la promotion des bonnes pratiques et nous voulons également être des citoyens exemplaires. Donc tout ce qui est problématique de citoyenneté, ça nous intéresse. Et ce mode d'expression qui est le web nous permet justement de partager notre vision, notre compréhension de notre pays à travers nos concitoyens, avec nos concitoyens plutôt. Moi j'ai adhéré à Bloggy parce que je me suis dit qu'à Bloggy, le combat d'Abloggy se converge avec le combat que je compte mener aussi dans la vie en Guinée, et à savoir la promotion de la bonne gouvernance, la justice sociale et l'instauration de l'état de droit. Ça marche. Non mais tu dois tenir ta place. Oui, il me doit une boîte de coca bien glacée. Non, après qu'il y a eu notre atelier politique. Oui. Vous avez participé. Oui, oui. Mais depuis lors, il n'y a presque plus... Il n'y a pas eu de réunion. Président, et que tu fasses des laïdiques pour nous. Moi je respecte. Alors avec Abloggy, moi j'ai surtout travaillé sur le projet Guinée Vote, qui était un projet d'observation citoyenne des élections par rapport au présidentiel de 2015. J'ai activement travaillé sur le document, j'étais d'ailleurs la coordinatrice adjointe du projet. Et c'était vraiment une première en Guinée. Et Abloggy a montré l'exemple à travers la sous-région, parce que c'est d'ici que d'autres initiatives sont nées. Nous avons eu un accompagnement de la Fondation Oziwa, et après Oziwa a voulu refléter vraiment ce projet dans d'autres pays. C'est là qu'est venu Burkina Vote, il y a eu la Côte d'Ivoire après, et puis il y avait le Bénin Vote. C'est vous dire combien de fois l'action positive que les blogueurs guinéens ont menée a été vraiment un exemple pour toute la sous-région. Le programme du président de la République ou le discours du Premier ministre, tout ce que le Premier ministre a dit sur son secteur, la déclaration de politique générale, tout ça, c'est ces services techniques même qui ont proposé cela au Premier ministre. Le Premier ministre n'a fait qu'une compilation à envoyer. C'est que ce ministre dont il parle, en fait, lui, il a un grand problème. Il faudrait d'abord, il ne faut pas se décourager. Il faut rappeler le monsieur et l'expliquer en fait comment ça va se passer et tout. Peut-être qu'il a besoin. Alors, l'AIDI est un projet citoyen dont l'objectif est de suivre et d'évaluer les promesses du président et de son gouvernement. Concrètement, nous prenons les promesses du président de la République, nous analysons et nous vérifions sur le terrain si ces promesses sont réalisées ou pas. Si elles sont réalisées, nous disons le niveau d'avancement. Si elles ne sont pas réalisées, si ces promesses ne sont pas réalisées aussi, nous attribuons un verdict et nous essayons de chercher la cause. La cause qui explique le fait que la promesse n'est pas réalisée. Donc de façon simple, c'est ça. Nous prenons ce qu'ils disent les politiques, le président de la République et de son gouvernement. Nous partons sur le terrain vérifier et nous venons rapporter aux citoyens. Je fais partie de l'équipe de collecte de données. Voilà, la collecte se fait à plusieurs volets. En premier lieu, nous passons sur la toile, nous faisons la collecte de quelques données. Ensuite, nous nous intéressons au secteur, c'est-à-dire au secteur auquel nous nous intéressons, par exemple les ministères auxquels nous travaillons. Et ensuite, nous avons aussi des consultants. Et s'il faut aussi se rendre même sur le terrain pour en savoir aussi plus, et nous le faisons. Je me dis que c'est un travail citoyen, donc en tant que bon citoyen, c'est un plaisir pour moi de le faire. Le projet l'AIDI, comme vous-même vous le constatez, c'est un projet maintenant qui est devenu un projet suivi par beaucoup de Guinéens qui consiste à alerter les autorités sur leurs devoirs, c'est-à-dire les promesses qu'ils ont faites pendant les campagnes pour pouvoir les réaliser. Je pense que ça permet aux autorités, même au président de la République, de comprendre parmi ses ministres qui d'entre eux est en train de travailler sur le terrain, parce que c'est un repère pour lui et aussi c'est un repère pour les citoyens pour pouvoir évaluer ce que fait le gouvernement. Ensuite, s'il faut parler aussi d'exploit, nous pensons que c'est la nouvelle forme de revendication
plus pacifique qui est différent des revendications quotidiennes que nous connaissons en Guinée qui occasionnent des morts d'hommes, des blessés et même des handicapés à vie. Nous pensons que ce que nous utilisons, le moyen numérique que nous utilisons, nous met à l'abri de beaucoup de choses, c'est-à-dire de ces morts d'hommes et autres. Parce que nous nous sommes rendus compte que souvent pendant les élections, le débat est très subjectif et c'est plutôt, on parle d'ethnie, on parle de plusieurs autres caractères qui ne sont pas du tout objectifs. Et donc nous, notre objectif, c'est de vraiment ramener le débat. Et principalement, ce débat doit être sur les promesses. Quelqu'un est venu, a promis des choses, a été élu. Qu'est-ce que la personne a fait durant les 5 prochaines années? Et donc, lors des prochaines échéances, le débat doit plutôt être sur qu'est-ce que le président qui était là a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait, faire en sorte que les autres puissent aussi, les autres candidats, puissent voir ce qui n'a pas été fait, de sorte qu'eux aussi, ils orientent leurs actions futures sur les choses qui n'ont pas été réalisées. Ablogui, c'est vraiment le résumé de ce que nous voulons de la Guinée. C'est des gens venus d'horizons divers qui se sont racontés, qui ont essayé de travailler ensemble et puis pour ressortir tout ce que vous avez vu comme résultat. C'est comme ça que nous voulons que la Guinée soit une Guinée unie, indivisible, une Guinée où l'opinion de chacun est respectée.